Olivier Dufort, vous êtes neuropsychologue et vous organisez la semaine du cerveau qui se déroule jusqu'à dimanche prochain à Brest. Déjà neuropsychologue, qu'est-ce que c'est, Olivier ? Alors, le neuropsychologue, pour faire très simple, c'est la personne qui étudie les relations entre une lésion cérébrale, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme et un comportement. D'accord. Voilà, ça ressemble un petit peu à la neurologie, ça ressemble un petit peu à la psychologie, entre les deux, c'est une discipline transversale. D'accord, au moins comme ça, on sait ce que vous faites. Le cerveau humain, c'est un sujet toujours passionnant parce que bien mystérieux. Il paraît qu'on n'utilise pas du tout toutes les capacités du cerveau. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas tout à fait vrai. Le cerveau est tout le temps en activité, quel que soit ce que l'on fait, même quand on est au repos. On a un réseau dans le cerveau qui, au repos, est tout le temps actif, par exemple. C'est le réseau de veille. Le fait qu'on soit réveillé fait que notre cerveau est de toute façon actif. Et même quand on dort, on a aussi un autre réseau qui prend la part. Qui peut être celui du sommeil paradoxal. Enfin, voilà, quand on dit qu'on utilise à peine 10% de son cerveau, c'est faux. C'est un mythe. C'est un mythe. Bon, bah tant mieux. Est-ce que pour mieux utiliser son cerveau, on peut le muscler ? Exactement, oui. Alors, on ne peut pas muscler son cerveau, parce que ce serait trop général de le dire, mais on peut muscler sa mémoire. Ouais. On peut améliorer son intelligence, sa culture, etc. On peut muscler ses fonctions cognitives en général. Ça passe par quoi? Je me suis amusé, là, il y a 3 jours, à muscler la mémoire de quelques enfants, par exemple, en utilisant la méthode des lieux, qui est une méthode c'est quoi? Où on permet à des gens, en fait, d'apprendre plus d'items qu'ils ne sont capables d'en retenir sur le moment. Imaginez, vous devez apprendre 20 noms d'un coup, vous êtes face à une classe d'élèves, ils vous disent tous leurs noms, c'est impossible de les retenir tous, vous allez en retenir 5-6. Ouais. Mais avec cette méthode, en fait, on permet à des gens d'en apprendre beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent, au fait. Donc développer ses capacités... Ouais, on peut développer ses capacités de mémoire comme ça. Est-ce que les personnes bilingues ont un cerveau plus musclé? Vous en parlez ce dimanche lors d'une conférence goûtée à Plouguerneau, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors c'est le docteur Kim Dufort, donc mon épouse, en fait, qui va en parler. Elle est linguiste, spécialiste aussi du bilinguisme. Et donc elle donne une conférence. Est-ce qu'il est plus musclé? Non. Est-ce que les bilingues, en revanche, ont des aptitudes particulières en fonction de s'ils sont bilingues natifs ou bilingues tardifs? C'est des questions qu'on se pose beaucoup. Est-ce que ce sont les mêmes régions du cerveau qui travaillent? Est-ce que ce sont des régions différentes? Voilà, elle va essayer de répondre un petit peu à tout ça face au public dimanche. Ce qu'on entend souvent, si on apprend par exemple le breton dès l'école primaire, on va être, ou dès l'école maternelle, on va être plus fort pour apprendre l'anglais et l'espagnol après. C'est pas forcément vrai pour l'instant, mais il y a des études. Non, ça c'est un fait qui est vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apprenez beaucoup de langues différentes étant tout petit, vous allez donc mieux percevoir les phonèmes qui sont particuliers à ces langues-là, et donc derrière vous allez mieux les reproduire et donc mieux les parler. En vérité, si on n'apprend qu'une seule langue, on va du coup sélectionner finalement les sons que l'on est capable d'entendre et qu'on est capable de produire, et on aura plus tard du mal finalement à entendre les sons de langues étrangères. D'accord. Voilà. Donc si on les entend petits, mais on va les conserver, on va conserver ces repères, et puis on sera meilleur plus tard. Quand on a une musique en boucle dans la tête, ça est arrivé à tout le monde, c'est coincé dans quelle partie du cerveau, vu que vous nous avez amené? Alors, je vais vous montrer. Donc ça, c'est Nicolas Farrugia qui a fait ça lundi soir à l'auditorium du Conservatoire. Donc un très beau spectacle. Au passage, avec beaucoup de monde, et je le remercie. Alors il a expliqué que, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la musique, mais il a expliqué quand même que donc la musique elle peut être générée par le cerveau, c'est quand on a une petite rengaine donc qui trotte dans la tête, et dans ce cas-là elle active des régions qui sont les mêmes finalement que les régions qui s'activent quand on écoute de la musique qui vient de l'extérieur. En premier donc le cortex auditif primaire ici sur le lobe temporal du cerveau, et puis ensuite des régions un petit peu moins évidentes en fait, comme le cortex moteur ou prémoteur ici dans le lobe frontal, donc c'est la partie avant du cerveau. D'ailleurs c'est ce qui nous fait dire que finalement la musique nous fait bouger, nous fait danser, c'est vraiment important. Le rythme en particulier, il y a eu des études qui ont été faites à partir du rythme. Et puis ensuite si on ouvre le cerveau et qu'on regarde un petit peu à l'intérieur ici, toute la partie basale du lobe frontal et le réseau des émotions en fait. Donc la musique génère en nous des émotions, ça on le sait bien. Si une musique joyeuse va nous rendre joyeux, une musique un peu plus triste va nous rendre mélancolique, etc. Donc voilà, ce sont des régions qui sont très activées par la musique, quelle qu'elle soit. Donc, cette petite musique qu'on a en boucle parfois dans la tête, alors elle trotte. Voilà, elle trotte, elle nous obsède, elle peut nous rendre service si elle nous aide à nous concentrer, ou au contraire, elle peut nous irriter parce que voilà, c'est le jingle d'une publicité qu'on n'avait pas envie d'avoir dans la tête toute la journée. Et donc, on sait au moins, en tous les cas où ça se trouve, il faut savoir comment la faire partir. Un sentiment de déjà vu ou de déjà vécu, ça s'explique comment dans le cerveau? On a tous eu déjà ce petit sentiment-là, d'avoir déjà vécu une scène ou... Ouais.
Donc là, là, je suis pas expert de ça. C'est vraiment un truc qui est un petit peu encore un mystère en fait dans le cerveau. On pense que c'est une anticipation, c'est une sorte de prédiction, je crois. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, mais c'est une prédiction sur, en fait, le cerveau prédit en permanence même le rappel d'un souvenir, et donc il le prédit un petit peu trop tôt peut-être. Une prédiction, une C'est prémonition, un vrai ça bazar. pourrait... Je ne sais pas, franchement, je On se préfère prononce pas là-dessus. être En tous les modeste. cas, vous allez parler le 20 mars à Plougarneau également, Oui. d'une thématique le cerveau nous trompe. Oui, alors là, ce sont les illusions d'optique. Donc moi, j'ai fait une conférence déjà l'an dernier, mais elle a eu le succès qu'elle a eu l'an dernier. Cette année, donc je vais la faire à Plougarneau. C'est vraiment sur les illusions d'optique et comment le cerveau en fait se trompe vis-à-vis de certains stimuli visuels. D'accord. Que l'on croit en mouvement et qui ne le sont pas, ou que l'on croit voilà, en 3 dimensions alors qu'ils ne le sont pas, etc. Donc, Sur la mémoire, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on note que le 19 mars, une conférence sur la maladie d'Alzheimer, la prévention de cette maladie. Donc ça se passe à 18h à l'hôtel Continental de Brest. La thématique, c'est la prévention d'Alzheimer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut prévenir, il y a des moyens de prévenir cette maladie. Alors, la thématique, c'est la maladie d'Alzheimer en général. Donc, Armelle Gentric, qui est la conférencière de cette conférence, et de Brest d'ailleurs, va nous parler de la maladie, des facteurs finalement qui favorisent ou pas l'apparition de la maladie, à savoir en premier lieu l'âge en fait. Et puis on peut la prévenir, le problème c'est qu'on ne peut pas la guérir, alors que ça a un intérêt de la prévenir, c'est une question qui est éthique en vérité. Est-il bon de dire à quelqu'un, voilà, vous avez la maladie d'Alzheimer alors qu'on sait qu'on n'a pas de traitement derrière? C'est une question qu'elle va sûrement aborder dans sa conférence de samedi au Continental, effectivement. Juste une dernière question, et puis après on passera à nos autres invités. On a peu de souvenirs avant 3 ans, l'être humain. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? C'est laquelle? C'est la maturité cérébrale. Le cerveau, quand on est, n'est pas mature. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se produire, et jusqu'à 20 ans. D'accord. Donc de 0 à 20 ans, le cerveau n'est pas encore tout à fait mature. Et une des choses principales qui se produit plutôt dans l'âge jeune, avant 10 ans, c'est une sélection des connexions en fait. Et aussi une myélinisation, c'est ce qu'on appelle... Alors la myélinisation, c'est un processus qui permet à l'influx nerveux d'être conduit plus rapidement d'un neurone à un autre. Et tout ça en fait n'est pas encore prêt dans le cerveau du nouveau-né. D'accord. Et ça va en fait... ça n'imprime pas en fait... Voilà, ça n'imprime pas. Il y a des sélections aussi qui vont effacer des choses. Il y a, voilà. Donc du coup, pas avant 3 ans en tout cas. 3 ans c'est tôt. Ouais. 4 ans, 4-5 ans. Merci beaucoup Olivier Dufort. Tous les rendez-vous de la semaine du cerveau à Brest jusqu'à dimanche, vous les retrouvez via notre site internet www.tbo.bzh, voilà, vous le connaissez. Et quand on danse, on fait forcément appel à une partie de notre cerveau, Olivier, j'en suis sûre, la partie de la créativité, la partie de la... Créativité, on dit souvent la créativité c'est le lobe, l'hémisphère droit. En fait, la créativité, tout ce qui est imagination, c'est aussi le lobe frontal.